Donc voilà, c'est reparti. Donc cette vidéo m'a été demandée, hein, comme je disais, par un de mes abonnés pour savoir à peu près mes lectures, sachant que là ce n'est qu'une partie parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais en lecture sur Internet, hein, sur différents sites, sur YouTube, mais aussi sur les sites étrangers, pas qu'en France. Donc voilà, en traduction, via des livres aussi écrits, voilà, non en français, et du coup je les prends en PDF pour pouvoir les traduire. Donc là, c'est que des livres français. Donc on va commencer par un. Alors là, je suis en train de le lire. Donc voilà, j'ai ma lampe dessus. Donc voilà. Donc là, c'est les plantes des druides. Alors j'ai plusieurs livres sur les plantes. On commence par les plantes. C'est un peu mon dada, on va dire. Donc voilà, ce livre vous propose de renouer avec ses connaissances ancestrales adaptées aux exigences de notre époque moderne, avec une véritable plongée dans l'univers druidique, ses rituels et les différentes utilisations des plantes. L'auteur vous présente les 21 plantes guérisseuses les plus emblématiques de la tradition druidique sous forme de fiches descriptives détaillées, symboliques, lois, des signatures, propriétés médicinales, recettes druidiques. Alors, c'est un très très beau livre. Il est magnifique à l'intérieur. Alors, je vais essayer de ne pas perdre ma page. Euh, il est fait un peu... alors, je sais pas si... Enfin, il y a des belles photos. Alors, je sais pas comment vous dire. Enfin, il est beau. Moi, j'aime bien. Enfin, bon, il a rien de... Donc, les plantes aquatiques. Enfin, la menthe aquatique. Enfin, il y a beaucoup de choses forcément, y compris le gui, hein, qui était utilisé par les druides. Donc, donc voilà. Donc j'ai commencé à lire. Il a l'air très intéressant. Puis bon, moi j'aime bien un peu les petites choses qui sortent de l'ordinaire aussi. Et puis je suis en Bretagne, hein, quelque part, hein, donc les druides. Je suis pas loin de la Bretagne, on va dire. Puis quelque part, la Loire-Atlantique faisait partie de la Bretagne à un moment donné. Puis maintenant, mais voilà. Alors, et de un. Après, alors là, c'est plus un livre qui peut servir au coup par coup. On peut bien sûr le lire avant si ça vous intéresse. Mais c'est un livre qui est sur... Alors, donc là, c'est récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles. Donc voilà, c'est un très beau livre aussi, qui est assez épais, hein. Il fait quand même 300 pages, pas loin de 300 pages. Donc il y a l'index en fin. Donc là, je peux vous lire aussi un petit extrait. Alors, ce livre s'adresse à toute personne désireuse de s'alimenter plus naturellement et d'agrémenter ce repas de saveurs sauvages, mais aussi aux jardiniers paysans, naturalistes, botanistes et curieux voulant mettre un nom sur une plante avant sa floraison. La méconnaissance et la peur de cueillir une plante toxique sont les premiers freins à la consommation des herbes sauvages. Dans les ouvrages botaniques traditionnels, les plantes sont identifiées par leurs fleurs. Pourtant, ce sont souvent les feuilles de la base que l'on consomme et la récolte se fait généralement avant la floraison. Il est indispensable de bien les reconnaître avant de pouvoir se régaler d'une salade de feuilles de porcel ou de coquelicots. Ce guide a pour objectif de faciliter l'identification et la cueillette des plantes sauvages. On y apprendra à éviter les confusions possibles de 50 plantes communes. Les feuilles de 280 plantes sont minutieusement décrites grâce à de nombreuses photos. Pour chaque plante, des éléments de bio-indication sont donnés. Ils vous permettront de connaître la nature du sol où elle pousse et vous alertent sur les carences, les excès, les pollutions. Les plantes vagabondes qui peuplent nos jardins, nos terres cultivées et nos campagnes deviendront des trésors alimentaires originaux, sains, gratuits, à la portée de main. Alors, pour ceux qui me connaissent bien et qui ont commencé à me suivre, savent que j'aime beaucoup les plantes sauvages
Et d'ailleurs, j'en mange tous les jours. En ce moment, il y a de très belles orties. Donc, je mange des orties qui viennent en plus de mon jardin. Donc, je sais, comme ça fait 15 ans en plus qu'on est là, donc je sais que là, il n'y a rien eu, il y a rien eu dessus, quoi. Donc, voilà. Donc, un très beau livre hein, pour ceux qui veulent sur les plantes sauvages. Alors, j'en ai plein parce que j'aime bien les livres sur les plantes sauvages et comment se débrouiller dans la nature pour, voilà, si un jour il y avait quoi que ce soit, qu'on nous coupait les vivres, hein, comme on n'est pas loin quelque part, hein, et qu'ils peuvent nous cloîtrer chez nous, bah, ça peut servir d'avoir. Et puis, bah, si vraiment, on va dire, l'effondrement était important, bien sûr, ça toucherait aussi Internet, ça toucherait tout. Hein, tous les systèmes de communication, tout, l'électricité. Donc, il faut aussi penser à ça. Et ce pourquoi j'ai aussi autant de livres, parce qu'autrement, sur Internet, on trouve pratiquement tout. Hein. Après, il y a la beauté des livres. Moi, j'aime bien aussi les livres. J'aurais pu vous faire voir un petit peu l'intérieur de ce livre, d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos avec les explications. Voilà, avec les feuilles et tout. Il y a vraiment pas mal de choses. Il est très bien fait. C'est pas celui que j'utilise en priorité, mais c'est bien d'avoir plusieurs livres parce que suivant les photos qui ont été faites et tout, enfin moi j'aime bien me fier à plusieurs livres, éventuellement Internet en plus, mais déjà qu'on en a plusieurs, c'est plus rassurant en fait. Et puis on apprend petit à petit. Alors, on commence avec une plante, par exemple l'ortie, hein, qui est facile à reconnaître. Et puis après, bah, petit à petit, tiens, on dit tiens, qu'est-ce que c'est que cette plante? On va la chercher dans le bouquin et on voit. Donc là, un autre, alors là c'est un tout petit livre de poche. C'est un guide plus un carnet de terrain. Fleurs sauvages comestibles, 40 recettes originales. Alors c'est un tout petit livre, voilà, tout petit livre, hop, comme ça. Donc là c'est pareil, donc du coup c'est plus des plantes sauvages. Et donc il y a l'églantier par exemple, l'arbre de Judée, la filante de Montpellier, la lierre officinale, l'ail des ours, l'aquilée millefeuille, l'absinthe. Beaucoup, dans les livres que j'ai pris, ce sont beaucoup des plantes communes que l'on trouve partout. L'origan vulgaire, la pâquerette vivace, le pissenlit commun. Alors je ne cite pas tous, hein, le radis, la ravenelle en fait, hein, le robinier faux acacia, le tilleul à petites feuilles, la violette odorante, enfin bon bref. Il y a pas mal de petites choses dans ce livre qui sont intéressantes aussi. Hein. Il y a peut-être le sureau aussi, hein, parce que j'ai pas tout fait. Hein, donc voilà. Ce qui est bien, c'est que si vraiment, j'ai essayé de diversifier mes bouquins pour avoir autant les plantes que l'on cueille au sol, que les plantes, que les petits arbres style sureau ou l'églantier. Hein, c'est aussi pourquoi j'ai planté aussi des églantiers dans le jardin. Ils sont petits pour l'instant, mais voilà, à un moment ils deviendront grands. Donc le cynorrhodon, hein, le petit fruit en fait de l'églantier, est comestible et très riche en vitamine C. Voilà. Donc voilà, fleurs sauvages comestibles, 40 recettes originales. Donc voilà, deuxième petit bouquin sur les plantes. Alors, les vidéos risquent d'être assez longues, hein, bien sûr, hein, parce que le temps de... celui-là, je le garde pour après. Là, c'est pareil. Alors, là, c'est pareil. Alors, ça, c'est le livre dont je vous parlais. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé dans cette vidéo. Ça, voilà, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Hein, donc, il est un peu... Il est taché. Mais bon, voilà, il est tout à fait... les pages intérieures, il n'y a rien du tout. C'est le gui et le cancer. Plante d'un autre monde. Oui, voilà, parce que le gui pousse entre ciel et terre. Et souvent... donc voilà, utilisé par les druides. C'est un... Voilà. Et le gui, en fait, c'est vraiment une plante tout à fait spéciale. Qu'il faut, bien sûr, il faut y faire très attention. Hein. Rien n'est à utiliser à la légère, mais on trouve très très peu de choses sur le gui. Et c'était le dernier. Voilà, il n'y en avait plus. J'ai cherché partout sur Internet. C'était le dernier. Donc c'est vrai que je l'ai acheté une centaine d'euros alors qu'à la base forcément il valait sûrement pas ce prix là. Ouais, je me suis
ça m'a fait mal un peu de mettre 100 € dans le livre, mais je voulais vraiment. Et donc, j'ai utilisé le gui un petit moment. J'en ai d'ailleurs en... J'ai beaucoup de plantes séchées à la maison. J'en ai des caisses entières. J'ai une pharmacie naturelle énorme. Elle est énorme, ma pharmacie. Donc, en plus de ce que j'ai dans le jardin, hein, parce que voilà, j'ai un peu de tout dans le jardin, y compris l'artémisiane, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc, le gui... alors, je peux... Alors, je sais pas. On va peut-être lire un peu. De tout temps, le Viscom album, donc c'est le nom scientifique hein, du gui, fut considéré comme une panacée, un remède qui guérit tout. Mais c'est au XXe siècle que, grâce à Rudolf Steiner, on a commencé à l'appliquer au traitement du cancer. Cette recherche poursuivie par la médecine d'orientation anthroposophique est en plein développement. Elle se fonde sur une science de l'esprit qui permet aux chercheurs, dans une observation méditative, faut que j'arrive de lire les rapports entre l'homme et l'univers, de voir par exemple comme cette plante hémiparasite, ouais c'est ça, qu'est le gui, enracinée dans un arbre dont elle absorbe l'excès de force vitale, trouve dans son métabolisme de la lumière. C'est la plante la plus verte, donc qui contient le plus de chlorophylle. Et sa croissance dichotomique, bien réglée, le moyen de triompher de sa tendance à devenir tumeur. Jean-Hubert Guéguin, né en 1949, a consacré plus de 7 ans à des travaux sur le Viscom album. Après l'étude botanique de son cycle végétatif, il repose ici la composition chimique, la pharmacologie, la toxicologie et la pharmacie galénique du gui. Avant d'envisager ces différentes utilisations thérapeutiques passées et actuelles, l'important chapitre cancérologie, loin de se limiter à la viscothérapie, aborde la question d'une manière organique et globale, dans l'esprit qui anime toute recherche anthroposophique, indiquant aussi les traitements complémentaires et parmi eux les arts thérapeutiques, eurythmie, peinture, thérapie par les couleurs, art de la parole. Le dernier chapitre précise la portée spirituelle de cet ouvrage scientifique. Et on y revient. C'est un poète et en thérapeute que ce jeune médecin développe les aspects historiques, folkloriques et symboliques, le druidisme, le rameau d'or dans l'Énéide de Virgile. Oh, il y a des chats qui commencent à s'énerver. Le mythe de Baldur. Enfin bon, bref. Ouais, c'est pas forcément... voilà, je vais pas lire plus, ça sert pas à grand chose. Donc c'est un livre voilà, que je voulais. Et donc voilà, quand je peux, je prends. Donc voilà, donc je vais pas en lire plus là-dessus. Mais j'aime bien le gui, c'est une plante très spéciale. Très très spéciale. Voilà, c'est pourquoi j'en ai aussi dans ma pharmacie. Alors là, je la garde de côté parce que c'est pas forcément une plante, mais voilà. Alors j'ai aussi le dictionnaire des plantes médicinales, 500 plantes, 1000 préparations santé. Alors, c'est un gros bouquin, un très beau bouquin. Voilà. Alors c'est un très beau bouquin que je me suis offert il n'y a pas si longtemps que ça. Il fait quand même pas loin de 5 ou 600 pages, je crois. Je viens. Hop. Ouais, on est près de 600 pages hein, quand même. Il est magnifique ce bouquin. Alors, le noyer de Malabar, enfin voilà, j'ai des noix dans le jardin. Il faut savoir que le brou de noix aussi peut être utilisé pour les cancers. Il faut savoir que Hulda Clark, je dois avoir son bouquin par là. Il est où? Où Hulda? T'es là. T'es là. Alors, Hulda Clark, voilà,
qui a écrit ce bouquin, entre autres, hein, elle en a fait plusieurs. Donc là, ce bouquin s'appelle La cure de tous les cancers. Dans les petites lignes, je prends ma loupe. Des récentes recherches montrent que tous les cancers ont une seule et même cause. Ce livre indique clairement... Oh, je vais sortir les chats parce qu'il y en a qui ne peuvent pas sentir. Ce livre indique clairement la marche à suivre pour obtenir la guérison. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est décrit dans le bouquin, mais par contre, elle utilise des plantes, ce qui est très bien aussi. Donc, elle utilise l'Artemisia annua, les clous de girofle et le brou de noix, en fait, qui est la partie externe de la noix. Vous savez, la coque, pas la coque dure, en fait, avant de casser, où il y a la noix à l'intérieur. Vraiment, sur l'arbre, le brou, quoi, la partie verte qui, après, voilà, passe au marron, bien sûr. Donc ce livre, donc j'en parle, tant que j'y suis, je vais en parler. Alors, est-ce que ça vaut le coup de lire ce qu'il y a derrière? Oh, je pense que... Bon, pas forcément. Donc voilà, elle donne des solutions, voilà, pour le cancer, mais sachant que il en existe plusieurs, puis à la base, je le répète encore une fois, la base c'est l'alimentation. L'alimentation, l'environnement et être bien entouré. Et de ne plus utiliser voilà, tout ce qui est produit toxique. Hein. Et en fait, il ne faut pas de toxiques, que ce soit des personnes toxiques, que ce soit dans votre nourriture des toxiques, que ce soit un environnement toxique. Enfin bon, bref, il faut enlever tous les toxiques. Il faut que enlever le plus, faut plus qu'il y ait de stress. Déjà, ça c'est la base avec l'alimentation. Et après, pour aider, on peut utiliser des plantes. Si c'est vraiment très avancé, pourquoi pas utiliser un peu d'argent colloïdal, le temps de rétablir jusqu'à un certain point. La vitamine C à haute dose, le MMS, pourquoi pas. Voilà. Mais pour un court moment. Par contre, la base, c'est l'alimentation, l'environnement, l'eau, je ne le dis pas à chaque fois, mais l'eau, c'est primordial. C'est même la première chose qu'il faudrait revoir. C'est pourquoi je bois l'eau de pluie que je filtre forcément. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Par contre, à côté, il faut se recharger en vitamines et minéraux. Donc voilà, il ne faut pas se décharger parce qu'il faut savoir que c'est une eau un petit peu plus acide, donc elle peut décharger. Donc voilà. Donc le livre d'Hulda Clark. Donc, parce que je parlais des plantes médicinales. Donc, très très beau livre. Voilà, un très beau livre. Donc avec beaucoup de plantes communes, le lilas, le lapacho. Oui, tout le monde ne connaît pas le lapacho, mais il est utilisé beaucoup en médecine, en phytothérapie. Le lamier blanc, la laitue sauvage, l'hysope, il y en a qui sont un peu moins. Le hou, voilà, j'ai du hou, moi, qui pousse dans mon bois, j'avais pas vu, parce que j'avais ramené un pied. Le houblon, voilà, le houblon, l'hibiscus, les haricots, enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qu'on utilise même dans notre quotidien, dans notre quotidien, qui peuvent être utilisées pour se soigner. La gentiane jaune, le figuier, voilà, je sais pas, par exemple les figues. Alors, par exemple, le figuier, ils mettent tout, trouble digestif. La partie utilisée, la figue et les feuilles. Voilà, qu'est-ce qu'ils mettent d'autre intéressant? Propriétés. Le fruit figue et les feuilles du figuier ont des propriétés très digestives et drainantes. On leur connaît également des vertus anti-inflammatoires, émollientes, calmantes et expectorantes. On les utilise en cas d'encombrement respiratoire, de toux, de gastrite ou de troubles digestifs, constipation par exemple. Les feuilles de l'arbre ont également des propriétés anti-diabétiques. Voilà, ce sont des livres formidables. C'est des livres, la laitue sauvage, enfin bon bref, la myrte, le marronnier d'Inde, le marrube, le maté, la mauve c'est pareil, j'en ai.
Donc, il y a forcément des choses qu'on a dans le jardin. Rien que dans ce livre, voilà, je sais pas, c'est encore les... Je vais finir par sortir les chats. Rien que dans ce livre, comme dans tous les autres, enfin, j'ai énormément de choses dans le jardin. Donc voilà, un très beau livre que je conseille aussi. Alors, forcément, vous n'êtes pas obligé de les lire. Après, voilà, on peut les lire, hein, c'est toujours intéressant, mais bon, pour tout retenir, c'est pas évident non plus. Donc après. Alors là, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion aussi. Voilà, on ne trouve pas toujours tout. Alors, celui-là, pour le trouver, on ne peut plus, malheureusement, je pense pas. Mais bon, je vous le fais voir au cas où. Alors, secrets et vertus des plantes médicinales. Alors, c'est un très beau livre. Alors, il a été refait. Hein. Il a été refait parce qu'il était sûrement abîmé à la base. Mais il a été bien refait et il est magnifique. J'aime bien les livres anciens comme ça. Il y a des belles planches à l'intérieur. Le salsifis des prés. Enfin, je vais vous en citer quelques-unes après, mais voilà, c'est un très beau livre. Je sais qu'il y a une de mes amies qui a le même, qui a récupéré ça. C'était un livre qui était dans la famille, je crois. Et il y a beaucoup de plantes. Alors, les plantes particulièrement dangereuses. Donc là, voilà, c'est pareil, il y a des... voilà, toujours les risques à côté. Il y a... C'est après, donc il parle du marronnier d'Inde, du lamier blanc, du laminaire, de l'hêtre, de la giroflée, de la globulaire, du fumeterre. Donc le fumeterre, il est beaucoup utilisé en phytothérapie aussi. Hein, donc c'est une plante qui est utilisée pour le foie. La fougère mâle. Donc après, il y en a que je connais moins. Donc le pied d'alouette, la cytise. Alors après, il y a les bienfaits des plantes aussi. Il y a tout un truc sur les bienfaits des plantes. Voilà. Enfin, j'aime bien, parce que c'est un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup, en fait. Voilà. Les bienfaits des plantes, il y a tout un dossier là-dessus. Et je vous assure que quand on commence à se soigner ou se servir des plantes, on ne revient plus en arrière. On est nombreux, hein. On est nombreux à le faire. Hein. Je ne suis pas la seule. Hein. Donc là, la moutarde noire... Donc, il y a beaucoup de choses un peu moins connues dans ce livre. La lavande, non, pas forcément. La lavande, le lichen d'Islande. C'est pareil, moi j'utilise aussi le lichen. Le lichen, c'est une panacée, donc j'en ai sur mes chaînes, je vais les chercher. Après, il y a une préparation à faire, il faut les faire tremper avec de l'argile et tout pendant 24-48 heures. Et puis, voilà, de façon à retirer, parce que ça peut capter les métaux lourds, donc histoire de les nettoyer un peu. Après, un autre très beau livre que je me suis offert aussi il n'y a pas longtemps. Il a été refait, c'est un livre d'occasion. C'était le dernier, je crois. Alors, il s'appelle L'herbier toxique, code secret pour les plantes, pour plantes utiles. Donc, je vous ai fait juste avant justement la vidéo sur l'arôme maculatum. Et justement, c'est là que je l'ai trouvé aussi dedans. Et donc du coup, j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai vu qu'en fin de compte, on pouvait, comme c'était marqué dans le livre, la consommer, mais d'une certaine manière, mais elle était utilisée en cas de disette. Hein. Elle n'était pas utilisée tout le temps parce qu'en plus, il faut énormément d'eau. Donc forcément, si c'est un moment où il pleut pas, où on n'a pas accès à l'eau, facilement, c'est pas une plante intéressante. Voilà, il faut de l'eau déjà à la base. Donc voilà, il est très grand et il est magnifique. Je vais vous faire voir un peu l'intérieur. C'est pareil, il fait un peu style ancien, avec comme un herbier. Alors, je vais essayer de trouver une plante que l'on connaît quand même. Hein. La digitale. Bon, la digitale, on la connaît, mais le cornouiller, ça aussi. La consoude, tiens, voilà. La consoude est dedans aussi. Hop, pour ceux qui... Voilà. Voilà, je prends un peu de recul, mais... Voilà, il est vraiment magnifique ce livre. Magnifique. Alors, est-ce que je vous lis un petit peu sur la consoude? Pas tout, hein, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses. Alors, donc c'est une redoutable cicatrisante. C'est pour ça elle consoude, elle consolide. Hein, consoude, consolide. Il faut y penser. Parce que sans danger, aucun en usage externe, facile à cultiver et facile à utiliser, la consoude est une des valeurs sûres de la pharmacopée familiale.
Ses propriétés calmantes, adoucissantes, analgésantes, anti-hémorragique, pardon, et sa capacité à provoquer la régénération cellulaire, allantoïne, des tissus blessés ont maintes fois été démontrés par des travaux publics et privés. La consoude, trésor du jardin. C'est pas pour rien qu'on fait du purin de consoude et du purin d'ortie. Voilà. On peut faire une pommade avec Miracle, hein, voilà, qui permet donc, voilà. Pour la pommade, par exemple, ils mettent « Le remède est souverain. Ses résultats remarquables sont probants et indiscutables. Prenez de la racine de consoude, lavez-la, puis faites-la cuire 30 minutes à feu doux, avec le double de son poids de matière grasse. Huile de palme non hydrogénée. C'est pareil, on entend beaucoup de choses sur l'huile de palme. Hein. Je pourrais faire des vidéos, mais je pourrais faire plein de vidéos parce que je me suis tellement penchée sur tous ces sujets-là. L'huile de palme n'est pas mauvaise tant qu'elle est... Voilà. Si elle est hydrogénée, elle est mauvaise. Si elle est non hydrogénée, elle n'est pas mauvaise. C'est même une des meilleures huiles parce qu'elle est stable. Elle est stable à la cuisson, elle est stable à haute température, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles. Laissez infuser, alors, l'huile de palme non hydrogénée. Laissez infuser pendant 12 heures. Réchauffez pour fluidifier à nouveau. Filtrez et mettez en petits pots pour usage externe uniquement. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent autrement? Voilà l'histoire. Bien sûr, on peut la consommer. Alors, est-ce qu'ils mettent quelque chose là-dessus? Non. Voilà. Usage. Alors, je ne vous lis pas tout, hein, je vous lis que quelques petites choses. Usage. Beignet de feuilles de consoude ou saule végétale. Préparez de jeunes feuilles, lavez-les, puis collez-les 2 à 2, face pointue contre face, l'une contre l'autre en fait. Trempez dans une pâte à beignet et plongez quelques minutes dans la friture. Le résultat est délicieux et étonnant. Un beignet au goût de poisson, d'où le nom de sol végétal. Ah voilà, c'est ça qui était marqué. Voilà, c'était marqué beignet de feuilles de consoude ou sol végétal. Donc parce que en fait, ça a le goût apparemment de poisson. Alors j'ai pas essayé en beignet, j'en ai mangé autrement, j'en ai pris en jus aussi. Donc voilà. Un très beau livre, voilà. Donc si vous le trouvez encore, on ne sait jamais, hein, des fois sur eBay, on peut trouver des gens qui d'un seul coup le mettent à vendre parce qu'ils n'en veulent pas. Ils sont bêtes ceux-là. Ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, moi ça m'arrange quelque part. Voilà, donc ça c'est bon. Après, alors, un autre livre. Donc celui-ci, il est assez récent aussi, parce que j'ai beaucoup de livres sur les plantes sauvages autrement, mais là, voilà, celui-ci, je me suis pris, je crois que c'était pour Noël que je l'ai pris. Alors, la divinité des plantes, guide ayurvédique de phytothérapie. Voilà, alors, là, moi c'est pareil. Voilà, alors, traduit du livre original Yoga of Herb, paru en langue anglaise en 1984, cet ouvrage présente pour la première fois une explication et une classification détaillée des plantes médicinales utilisant le système ancien Ayurveda. Plus de 270 plantes y sont énumérées. Elles ne sont pas payées les plantes, dont 108 détaillées. En complément de sa présentation des nombreuses plantes couramment utilisées dans des pays occidentaux, selon la pharmacopée ayurvédique. Cet ouvrage indispensable inclut également les plantes spécifiques chinoises et ayurvédiques. Ces diagrammes, tableaux, glossaires, appendices et index détaillés en ont fait un manuel de botanique occidentale de référence utilisé à l'université en Inde. Donc voilà. Un livre très intéressant aussi, et j'aime beaucoup s'il se penche sur l'Ayurveda et la médecine chinoise,
parce qu'elle ne prend pas que le corps physique en compte, elle prend aussi le corps énergétique. Et ce qui est très important, c'est même la priorité. Alors après, donc les plantes Ayurveda, ils en citent quelques-unes. Donc là, il y a beaucoup d'écriture. Il n'y a pas tellement de... Donc que je vous fasse voir à l'écran, ça ne changera pas grand-chose. Peut-être la Centella. La Centella asiatica, normalement, ça doit être celle-ci. Donc, je ne sais plus. C'est des plantes que je connais. Voilà, indication, manque d'appétit, indigestion, bon, bref, hémorroïdes. Après, il y a plein de plantes. Hein, donc, si, alors je vais vous faire voir par exemple donc le gugule, le gugulu. J'en ai du gugule à la maison aussi. Hop, j'ai fait venir d'Inde des choses à base de plantes aussi. Voilà, voilà. Ça fait partie de mon parcours et je peux encore les utiliser. J'en ai toujours d'avance. Je prends souvent en grosse quantité et en cas de besoin, j'en ai pas mal sous la main. Parce que il faut savoir que suivant l'évolution, il y a des choses que je vais plus utiliser à un certain moment qu'à d'autres. La divinité des plantes. Hop, je passe à un autre. Alors, je continue sur les plantes hein, pour l'instant. Donc là, c'est pareil. Alors, soignez vos animaux par les plantes. Et oui, il n'y a pas que nous. Tous les animaux peuvent... voilà. Donc là, c'est plus utilisé dans le sens, voilà, vous avez tel truc, vous utilisez telle plante. Donc, je ne suis pas forcément pour, mais voilà, c'est un livre qui peut aussi aider. À condition d'avoir une sacrée pharmacie, parce que là quand je vois 10 grammes de bardane, 10 grammes de salsa pareil, 10 grammes de pensée sauvage, 5 grammes de fumeterre, 5 grammes de buis, 10 grammes de thym, enfin bon bref, et j'ai pas dit la moitié encore. Donc après ça peut être intéressant quand on a accès à tout, et puis pour sortir son chien ou son chat de problème. Donc il y en a pour les mammites, enfin bon bref. Je passerai rapidement là-dessus. Voilà, c'est pas un livre, c'est pas mon livre préféré, on va dire. Puis bon, moi je sais que je regarde pas forcément là-dedans. J'utilise les mêmes plantes que j'utilise pour moi que pour mes chats. Alors, les fruits sera. Alors j'ai pas déjà passé celui-là. Je sais plus. Bon bref, au pire c'est pas grave. Alors, les fruits sauvages comestibles 40 recettes originales. Hop, alors là c'est pareil, c'est un tout petit bouquin, mais je sais que je dois avoir d'autres de la même collection, c'est pour ça. Alors, il y a le sorbier des oiseaux, la ronce bleue, le prunier domestique, le prunelier, le pommier sauvage, le poirier épineux, le néflier. C'est pour ça que j'aime bien multiplier les petits bouquins parce que, comme je suis en plus, pour ceux qui me suivent, et vous savez que je suis en train de faire une forêt comestible, donc il y a beaucoup de plantes que je retrouve là-dedans, qui se trouvent aussi dans le sureau noir. Voilà, le sureau qui se retrouve voilà, dedans. Donc voilà, c'est un tout petit bouquin. Hop, c'est tout petit. Alors, moi, sans la loupe, là, par exemple, qu'est-ce qu'ils mettent un peu sur le sureau? Alors, un truc intéressant, tant qu'à faire. Alors, vertus culinaires, nutritives et médicinales. Alors, on va lire ça. Les baies de sureau noir sont très riches en provitamine A et en vitamine C. Elles contiennent des sels minéraux, des acides organiques et des sucres. Elles sont rafraîchissantes et laxatives. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Utilisation. Les fruits du sureau noir peuvent se manger tels quels, mais en petite quantité seulement, car ils rendent vite nauséeux. Il vaut mieux les faire cuire. Ils donnent des confitures et des gelées un peu fades, meilleures lorsqu'on y ajoute du citron et d'autres fruits à la saveur plus marquée. On en prépare aussi du jus, du sirop, un vin pétillant qui vieillit bien, du vinaigre et un robe, sorte de confiture sans sucre obtenue par évaporation du jus.
Pour obtenir ce dernier, le plus simple est de ramasser les grappes de fruits entières, puis de les égrener et de passer les fruits au moulin à légumes pour éliminer peau et graines. Donc voilà, le sureau noir. Donc au niveau, bien sûr, c'est pas forcément le plus intéressant parce que je trouve qu'il n'est pas assez approfondi, mais ça permet de voir quand même si c'est comestible, si voilà, il y a le minimum quand même, donc c'est intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris quand même. Voilà. Alors, plantes sauvages comestibles et toxiques, 170 baies, fruits et herbes sauvages. Voilà. Toute la nature en poche. Cette jolie baie rouge est-elle consommable ou bien toxique? C'est une question que l'on se pose souvent. À plus forte raison avec des enfants qui sont souvent tentés de tout porter à leur bouche. Car la nature regorge de fruits et de fleurs savoureux à découvrir, mais aussi de pièges à éviter. Ce livre vous donnera des réponses claires et rapides. Les principaux fruits, baies et plantes comestibles sauvages y sont présentés, ainsi que les plantes toxiques avec lesquelles ils pourraient être confondus. Le classement des plantes par couleur, de fruits ou de fleurs, permet une identification facile. Toutes les caractéristiques de la plante, sa fréquence, son habitat naturel, sa comestibilité ou sa toxicité, ses utilisations, les risques de confusion possibles. Alors voilà, c'est un petit livre. Donc par exemple, voilà, il y a le fraisier des bois, le grenadier. Alors voilà, c'est des choses que j'ai aussi chez moi. Donc voilà. Petit pour l'instant, bien sûr, mais petit deviendra grand. Le groseillier rouge, le groseillier des Alpes, le rosier des chiens, donc l'églantier, donc le cynorhodon que je parlais tout à l'heure, le groseillier des rochers, le rosier rugueux, alors il y en a que je ne connais pas forcément, hein, le merisier, l'alisier blanc, la canneberge, je passe, hein, chèvrefeuille des jardins, le chèvrefeuille des bois, j'en passe plusieurs, la mélanchier, ah ben voilà, il y a la mélanchier aussi, les érelles des marais, le micocoulier de Provence, voilà, c'est des choses beaucoup utilisées en plus en permaculture, en forêt nourricière, donc c'est bien parce que là vous avez, admettons que vous n'ayez plus accès à internet, ben, c'est un petit livre qui peut aussi vous aider. Puis bon, voilà, il y a la beauté, il y a toujours la beauté du livre. Moi, j'aime bien avoir les petits formats papier. Voilà. Donc, et hop, un autre. Et on continue sur les plantes. Ah, les plantes, c'est mon dada, hein, je vous dis. Et voilà, je ne suis pas rendue au bout de ce que j'aimerais avoir encore comme bouquin, mais là déjà j'ai un sacré panel qui permet et de nous soigner en cas de besoin, voilà, avec ce qu'il y a autour de nous et de quoi nous nourrir aussi, hein, voilà. C'est pas, si vous n'avez pas de plantes dans votre potager, les plantes sauvages sont vraiment une solution qui peuvent vous aider. Et l'ortie est vraiment une panacée, entre autres, hein, la consoude aussi d'ailleurs. Alors, les plantes comestibles, cueillettes et recettes des 4 saisons. Hop là. Alors, plus de 250 plantes sauvages et comestibles, 60 recettes à concocter. Un guide facile à utiliser avec photos et descriptions de chaque espèce. Un classement des plantes par saison. Un tableau récapitulatif des périodes de cueillette et des usages proposés. Côté cuisine, des astuces, des conseils et des idées originales. Ce guide présente des espèces communes de votre environnement proche. Il explique quand et dans quel milieu les cueillir, comment différencier les comestibles des toxiques, quelles parties utiliser, feuilles, fleurs, fruits, et comment les préparer pour profiter de leurs apports nutritionnels. De salade, en soupe, sauvage, découvrez des trésors de santé et de saveurs oubliés. Donc voilà, ça c'est l'arrière du livre. Hop, et puis on va vous faire voir un petit peu dedans. Alors, voilà.
il y a des belles photos, un bon descriptif. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas des livres que vous êtes obligé de lire, bon, à moins que vous vouliez, parce que forcément, vous allez les lire, mais vous allez pas forcément vous rappeler. Mais bon, après, ça permet de savoir ce qu'il y a dans le livre. Et je crois que quand on a beaucoup de livres comme ça, après, je sais plus dans quel livre j'ai vu quoi. Mais ça permet de voir, par exemple, là, bah, il y a la Reine des Prés, la Ravenelle, la Moutarde des Champs, l'Orpin, le Groseillier à Maquereau, la Menthe des Champs, la Menthe verte, le fenouil commun. Par exemple, qu'est-ce qu'ils mettent sur le fenouil? Moi, je l'utilise aussi dans les huiles essentielles. J'aime beaucoup le fenouil. Hop. Alors, donc je ne vais pas tout lire, je vais voir ce qu'ils mettent. Bon à savoir. De la même façon, on utilise en cuisine le fenouil des Alpes, beaucoup plus petit, fréquent dans les massifs montagneux. Ses feuilles et ses petits fruits frais sont de véritables trésors aromatiques pour les montagnards. Caractéristique des estives, ils contribuent fortement à la qualité et au parfum de nos fromages, surtout les AOP. Mais ça, c'est pas forcément super intéressant. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre, hein? Les feuilles, les fleurs. Bah ça, c'est plus pour consommer. Il n'y a pas grand chose sur le... Ah si, un petit peu là. Bon, ils approfondissent pas, mais bon, j'ai des livres qui vont beaucoup plus profondément. Native du bassin méditerranéen et connue depuis l'Antiquité, on utilise la plante pour ses vertus stomachiques, digestives, carminatives, mais aussi hémanagogues et galactogogues. Cette dernière, propre aux semences, est bien connue des mamans qui allaitent. Oui, ça aide à faire les montées de lait. Enfin, voilà. Elle aide aussi pour les personnes qui ont des gaz, hein, ou pour les enfants handicapés, par exemple, qui ont des gaz. Mais il faut savoir que, voilà, elle a tendance à constiper quand même. Donc, il faut faire attention. Bon, après, on arrive à gérer, hein. Donc, voilà. C'est bien, c'est bon. Alors, celui-ci, c'est... Ouais, on peut voir au nombre de post-it. Alors celui-là, il est vraiment très très bien fait pour se promener dans la nature. À part qu'il est grand. Il est un peu grand pour l'avoir dans les mains. Mais par contre, il est vraiment super bien fait. Parce que déjà en début, vous avez une petite partie comme ça que vous pouvez rabattre avec la forme des feuilles. Suivant la forme des feuilles, ça vous renvoie à telle page. Il est vraiment très très bien fait. C'est un des livres vraiment nickel pour se promener. Et alors, franchement, c'est des plantes très très communes qu'il y a dedans. C'est ce qui m'a plu aussi sur ce, comment dire, sur ce livre. Et il est vraiment, voilà. Quand récolter les plantes comestibles. Après, qu'est-ce qu'ils mettent? Principaux composants végétaux. Il y a plein de choses en fait. Non seulement il y a la plante, mais c'est approfondi un peu derrière. Par exemple, là, il y a le cerfeuil des prés. Non, je sais pas. Hop là, parce que j'ai des post-it un peu partout. Il faudrait que je vous fasse voir l'ortie royale, tout ça. Enfin bon, bref. Voilà. Il y a à chaque fois des photos et puis le descriptif. Non, il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre, par exemple? Une où j'ai mis un post-it, ça veut dire qu'elle est commune. Ah, le panais. Voilà, même le panais, hein, qu'on utilise dans nos jardins. Le noyer, tiens. Voilà, on parlait du noyer tout à l'heure, on va repasser sur le noyer. Autrefois, feuilles. Autrefois, on utilisait les grandes feuilles avec le tabac et dans des tisanes mixtes. Donc voilà. Ok. Propriétés médicinales. Feuilles séchées. Usage principalement externe, sous forme de bain, d'aspersion et de cataplasme, en cas de problème cutané. Leurs composants sont antifongiques, donc anti-champignons, bactéricides et antisudorifiques pour éviter de transpirer. Emploi interne, un antitranspirant en fait, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire.
Mais bon, tout ce qui est antifongique en général peut être aussi un antitranspirant. Emploi interne comme vermifuge ainsi que contre les infections cutanées et gastro-entérites. Noix, excellent aliment en cas de goutte et d'affection rénale. Elle diminue le taux de cholestérol et des études récentes leur attribuent un effet anticancéreux. Alors, et je ne sais pas si vous voyez, j'ai des noix ici, mais vous voyez comment sont faits l'intérieur de la noix. Regardez bien. La noix ressemble un peu comme un cerveau, hein, avec toutes ces... Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, les cocos, là? Je vais juste vérifier qu'ils ne fassent pas de bêtises. Alors, comme un cerveau, et donc elle est très bonne pour le cerveau aussi, la noix. Donc je vais éteindre après ce livre là, et de toute façon on est à 45 minutes. Je vais éteindre parce que je crois qu'il me faut les conneries.